Calendès de juin, 105 de notre ère. L'aube se lève sur le fleuve Danubius, près de la forteresse romaine de Drobeta. Une brume humide et grise s'accroche à l'eau, un linceul fantomatique dissimulant la rive lointaine. Depuis cette rive sud, dans la province de Mésie supérieure, le fleuve ressemble moins à une voie navigable qu'à une vaste mer mouvante. Une barrière tourbillonnante et musculeuse d'eau brune, large de près d'1 mile. L'air est épais, de l'odeur de la terre mouillée, de la fumée de bois provenant de 1000 feux de camp et de la touche métallique du fer poli. Depuis des semaines, c'est la vue qu'a la plus grande armée que le monde ait jamais vue. Une armée qui n'est allée nulle part. Le murmure grave de plus de 100 000 hommes, légionnaires de la 5e Légion Macédonica, de la 13e Légion Gemina, auxiliaires venus du monde connu, s'élève avec le soleil. On entend le cliquetis rythmé des gamelles, les ordres bourrus des centurions, le hennissement lointain des chevaux de cavalerie. Mais sous tout cela se cache une tension palpable, un ressort enroulé de frustration. Ils sont une arme forgée pour la conquête, et pourtant, ils se tiennent là, fixant l'eau. Leur ennemi, le féroce roi d'As-Décébal, observe depuis les montagnes boisées de l'autre côté, utilisant ce grand fleuve comme son bouclier. Au centre de ce pouvoir statique se dresse l'empereur lui-même, César Nerva Traianus Augustus Optimus Princeps, le meilleur des dirigeants. Ce n'est pas un homme de palais et de robe de soie, mais du camp et de la tunique de cuir. Son visage, marqué par les campagnes en Germanie et en Pannonie, est un masque d'impatience sévère, alors qu'il contemple le Danubius. Ses généraux, des hommes comme Lucius Licinius Sura, se tiennent à ses côtés, leurs armures ornées contrastant vivement avec la tenue militaire pratique de l'empereur. Ils ont proposé des solutions, bien sûr. Une flotte de barges, une opération de ferry lente et précaire qui prendrait des semaines pour déplacer l'armée, légion par légion. Des semaines qui donneraient à Décébalus amplement le temps d'abattre leurs troupes de débarquement, de transformer la traversée en un bain de sang. Trajan rejeta tout d'un revers de main. Il ne conquit pas par des demi-mesures. Il avait besoin de toute sa force sur le sol d'As, pas en une semaine, mais en un jour. Il avait besoin d'une route, là où il n'y avait que de l'eau. Se tenant légèrement à l'écart du cercle des commandants aguerris, se trouve une figure qui semble déplacée. Il n'est pas romain de naissance, mais un grec syrien de Damas. Il ne porte pas d'armure, seulement la simple tunique d'un citoyen. C'est Apollodore, le maître constructeur, l'architectus. Ses yeux ne sont pas fixés sur les montagnes lointaines, mais sur le fleuve lui-même. Il observe les remous, la vitesse du courant, la façon dont l'eau s'accroche aux roseaux le long de la rive. Alors que les généraux voient un problème tactique, Apollodore voit un problème de physique. Une question de flottabilité, de contrainte et de points d'ancrage. Il avait construit des forums, des thermes et des arcs de triomphe pour Trajan à Rome, des monuments de pierre et de marbre destinés à durer éternellement. Mais ici, à la frontière sauvage, l'empereur lui demandait non pas un monument, mais un miracle. Un miracle temporaire, mais un miracle néanmoins. Trajan se détourne enfin du fleuve, son regard tombant sur l'architecte. Les généraux qui murmuraient se taisent. Le fleuve nous retient, Apollodore. La voix de l'empereur est basse, un son grave de commandement. Décébalus nous nargue depuis sa forteresse. Les légions attendent. Quelle est votre solution ? Apollodore avance d'un pas lent et délibéré, rencontrant le regard de l'empereur. L'air autour d'eux est lourd du doute silencieux de l'élite militaire. C'étaient des hommes qui comprenaient les tours de siège et les remparts en terre, la géométrie brutale du champ de bataille. Ce que ce Syrien proposait était tout autre chose. Déroulant un lourd rouleau de papyrus, Apollodore s'agenouille et l'étale sur une table de campagne, lestant les coins avec des pierres de rivière lisses. Les généraux se pressent, leurs casques à cimier projetant de longues ombres sur les dessins complexes. Là,
ancré avec une précision méticuleuse, se trouve non pas un pont tel qu'aucun d'entre eux ne l'avait jamais imaginé. C'est un monstre, un serpent de bois et de fer s'étendant sur toute la largeur du Danubius. Pas un pont de pierre, Imperator, commence Apollodore, sa voix ferme, coupant le froid du matin. Pas encore. Pour cela, il nous faut des années. Vous devez traverser en quelques jours. Ce que je propose est une via navalis, une route de navires. Il fait un geste vers les dessins. Il montre des centaines de larges barges à fond plat, de dimensions identiques, disposées en une ligne parfaite et ininterrompue de rive à rive. Nous abattrons les forêts de Mésie. Vos légionnaires Fabri, les meilleurs charpentiers, forgerons et ingénieurs du monde, construiront ces pontons ici, sur cette même rive. Nous standardiserons chaque planche, chaque joint. Ce sera une chaîne de montage de coques. Un centurion bourru, le visage marqué par d'anciennes cicatrices, ricane bruyamment. « Des navires ? Le Danube les brisera comme des brindilles. Le courant ici peut engloutir une galère de guerre. » Apollodore ne jette même pas un regard à l'homme. Son attention est entièrement portée sur Trajan. Il a raison, César. Le courant est le véritable ennemi. Une simple corde casserait. C'est pourquoi nous ancrerons le fleuve lui-même. Son doigt trace des lignes sur le papyrus qui rayonne de la chaîne de bateaux. D'énormes pieux en bois seront enfoncés profondément dans le lit du fleuve en amont, créant une digue pour émousser la force principale du courant. Ensuite, chaque ponton sera amarré avec des chaînes de fer, pas de cordes, à d'immenses blocs d'ancrage déposés au fond du fleuve. Ils seront renforcés les uns aux autres, formant non pas une collection de bateaux, mais une structure unique et flexible. Il continue, sa voix gagnant en passion alors qu'il décrit la dernière étape. Une fois l'épine dorsale du ponton sécurisée, nous posons la chaussée. Un pont solide et continu de bois lourd, assez large pour que 2 colonnes de légionnaires puissent marcher de front, avec des garde-corps pour la sécurité. Ce sera une route romaine, solide et fiable, qui se trouve flottée. Des dizaines de milliers de vos soldats, leur équipement lourd, même la cavalerie, traverseront comme s'ils marchaient sur la Via Appia. Du lever au midi, toute l'armée de l'Avent sera sur le sol dacien, formée et prête pour la bataille. L'audace pure du plan flotte dans l'air. Enchaîner le Danube, construire une autoroute d'1 mile de long sur l'eau en quelques semaines, cela ressemblait à de la folie, au rêve d'un poète. Trajan reste silencieux, ses yeux parcourant chaque détail du rouleau. Il suit les lignes des chaînes, les joints du pont en bois, la formation des pieux du brise-lames. Il ne voit pas un dessin, il voit la logistique, la main-d'œuvre, la pure volonté impériale nécessaire pour lui donner vie. Il lève les yeux du papyrus, au-delà d'Apollodore, et regarde à nouveau vers le fleuve, qui tourbillonne et bout, ignorant le plan pour le dompter. Finalement, il se tourne vers ses quartiers-maîtres et ses ingénieurs. « Les forêts de Mésie », commande-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Abattez chaque chaîne et chaque pin qu'Apollodore requiert. Chaque forgeron des légions doit forger des chaînes et des clous. Chaque faber doit se présenter à l'architecte. Vous avez la puissance de Rome à votre disposition, Apollodore. Montrez-moi cette route de navires. » Le commandement de l'empereur n'a pas seulement résonné, il a explosé. Le vaste camp romain, pendant des semaines lieu d'une attente disciplinée, s'est transformé du jour au lendemain en le plus grand et le plus féroce chantier du monde. Les légions n'étaient pas simplement une armée, elles étaient un moteur industriel autonome, et Apollodore en était désormais le chef d'orchestre. La tension silencieuse de la garde de l'Aube a été remplacée par une symphonie de labeur tonitruante et incessante. Les premiers sons vinrent des collines, le choc rythmique et percussif de 10 000 haches mordant dans le vieux chêne et le pin. Des cohortes entières de la 5e légion Macedonica, des hommes entraînés à construire des forts et des engins de siège, se déplaçaient désormais dans les forêts avec l'efficacité impitoyable de bûcherons professionnels. Les centurions
leurs bâtons de vigne servant désormais à désigner des peuplements d'arbres plutôt que des formations ennemies, hurlaient des ordres. Le fracas des géants tombants résonnait jusqu'à la rivière, un battement de tambour constant marquant le rythme implacable du projet. Sur les rives du Danubius, le sol fut dégagé et nivelé, non pour une forteresse, mais pour une usine. Mulets et bœufs s'épuisaient, traînant les énormes rondins vers les zones de travail désignées. Là, les fabri legionarii prenaient le relais. On pouvait voir la division du travail qui avait conquis le monde appliqué au bois et au fer. Dans un secteur, des centaines d'hommes manœuvraient d'énormes scies à 2 hommes, leurs muscles se bandant tandis qu'ils transformaient des troncs bruts en planches uniformes. L'air s'épaississant du parfum doux et âcre de la résine de pin. Dans un autre, des spécialistes utilisaient des doloirs et des planes pour façonner les nervures courbes et les coques des pontons. Chaque pièce était mesurée à l'aide de gabarits mètres, garantissant que chacune des centaines de barges requises serait un jumeau exact de la précédente. Ce n'était pas de l'artisanat, c'était de la production de masse à une échelle que le monde n'avait jamais connue. Et puis il y eut les forges. Une centaine de forges temporaires furent érigées, leurs feux de charbon luisant comme des yeux rouges maléfiques, jour et nuit. Le fracas du marteau sur l'enclume était un son constant et assourdissant qui ne s'arrêtait jamais. Ici, les forgerons, leur corps luisant de sueur et de suie, martelaient des billettes de fer incandescentes pour fabriquer les composants du pont. Ils forgeaient des clous par baril, des équerres en fer et, plus important encore, les chaînes. Liens par liens massifs, ils créaient les serpents de fer qui maintiendraient le pont contre la puissance du fleuve. Chaque maillon était aussi épais que le poignet d'un légionnaire, testé pour déceler les défauts, sa création un témoignage de la force brute et de la science métallurgique de l'Empire. Apollodorus se déplaçait dans ce chaos contrôlé comme un fantôme, sa simple tunique contrastant vivement avec le cuir taché de sueur et le fer des soldats. Il était partout à la fois, vérifiant l'angle de la coque d'un ponton, rejetant une planche qui présentait le moindre nœud, tenant dans ses mains un maillon de chaîne nouvellement forgé, en sentant son poids et son intégrité. Il parlait peu, son autorité était absolue. Un seul regard des approbateurs suffisait à faire remesurer leur travail par une équipe de charpentiers. Il ne portait ni épée ni bâton de commandement, seulement ses desseins et son intellect, les armes les plus puissantes sur le terrain. Depuis l'autre rive, des éclaireurs daciques observaient depuis le couvert de la forêt dense. Au début, ils ne virent que de la fumée et de l'activité. Mais alors que les jours se transformaient en 1 semaine, puis 2, le but devint terrifiant de clarté. Ils ne construisaient pas des bateaux pour un assaut. Ils construisaient un objet solide, un morceau de terre, pour s'étendre sur l'eau. Ils rapportèrent à Décéballus une vision qui défiait la croyance. Les Romains ne se préparaient pas à traverser la rivière, ils se préparaient à l'effacer. La construction des pontons était un chef-d'œuvre de logistique terrestre, mais la véritable bataille se déroulerait sur l'eau. Alors que la première 12aine de barges était achevée, des navires massifs, carrés, d'une force immense, Apollodore concentra son attention sur la rivière elle-même. Le Danubius, gonflé par la fonte printanière des montagnes des Carpates, était une bête brune et turbulente. Son courant était une force implacable et invisible, assez puissante pour arracher un navire de ses amarres et le fracasser contre les rochers en aval. Construire un pont ici, c'était construire face à une attaque constante et fluide. La solution d'Apollodore fut de répondre à cette force non pas par la rigidité, mais par une combinaison calculée de force brute et de déviation ingénierée. Les travaux commencèrent en amont. Des barges spécialisées, équipées de puissantes grues et de sonnettes opérées par des équipes de légionnaires, furent poussées dans le courant. C'étaient les bêtes de somme de la légion fluviale, des hommes de la classis Flavia Moesica, marins et soldats dont la vie se déroulait sur ces eaux. Aux ordres hurlés, synchronisés au rythme des vagues, ils manœuvrèrent le premier des grands pieux de bois en position,
Il ne s'agissait pas de simples piquets, c'étaient des troncs d'arbres entiers, longs de 30 pieds, leurs extrémités taillées en pointes vicieuses et cerclées de fer. La sonnette, un bloc massif lesté de plomb, était hissée au sommet de son cadre de bois par des dizaines d'hommes en sueur. Un centurion rugit le commandement, la corde fut coupée, et avec un bruit semblable au tonnerre, le poids s'écrasa, enfonçant le pieu d'un pied dans le lit de la rivière. Encore et encore, le poids fut levé et lâché, le martèlement rythmique résonnant sur l'eau, une déclaration de guerre contre le fleuve lui-même. Il travaillait en formation en V, une digue triangulaire pointant directement dans la gorge du courant, conçue pour diviser la force principale de l'eau et créer une poche d'eau relativement plus calme derrière elle, où le pont reposerait. C'était un travail brutal et dangereux. Des hommes tombaient dans l'eau glacée, sauvés seulement par des cordes attachées autour de leur taille. Des outils étaient emportés. Le fleuve ripostait avec une pression silencieuse et immense. Pourtant, heure après heure, la ligne de pieux grandissait, un récif artificiel émergeant des profondeurs. Parallèlement, une autre flotte de barges commençait la tâche encore plus critique de placer les ancres. Chaque ancre était un bloc colossal de pierres de carrière, pesant plusieurs tonnes, avec un lourd anneau forgé en fer serti dans son sommet. Abaissés par des grues grinçantes, ces mastodontes plongeaient dans le fleuve, disparaissant dans les profondeurs troubles avec une grande éruption d'eau, leur poids immense les enfonçant profondément dans la boue et le gravier du lit de la rivière. Des plongeurs, retenant leur souffle pendant des durées impossibles, descendaient pour confirmer leur assise, leurs chaînes de fer traînant à la surface comme des cordons ombilicaux. Finalement, le jour arriva pour la pose du premier ponton. Guidé par des cordes venant à la fois de la rive et des barges d'ancrage, l'énorme coque en bois fut mise en place. Elle se cabrait et se balançait, un jouet dans le puissant courant. Les ingénieurs légionnaires, en équilibre précaire sur son pont, travaillaient avec une vitesse frénétique. Ils saisirent l'extrémité de la première chaîne de fer, la remontant hors de l'eau, ses maillons luisants de boue. Avec des marteaux et des goupilles de fer, ils arrimèrent le ponton à son ancre en eau profonde. Puis, ils le fixèrent à son jumeau sur la rive. Une clameur monta des milliers de spectateurs massés sur la berge. Une petite partie de la route était en place. Ce n'était plus un simple plan sur papyrus, c'était réel. Pour la première fois, une partie de l'armée romaine était fixée de façon permanente au Danubius. Non pas en naviguant dessus, mais en y étant attaché. Un premier pas dans une conquête qui commencerait non pas avec l'épée, mais avec le marteau et la chaîne. Une fois le premier ponton ancré, le processus devint un cycle implacable et discipliné, répété encore et encore avec la brutalité d'une manœuvre légionnaire. Un nouveau ponton était mis à flot depuis les chantiers d'assemblage sur la rive. Des équipes de marins de la flotte fluviale, des hommes qui connaissaient le Danubius intimement, le guidaient avec de longues perches et des cordes de remorquage dans l'étroit espace à côté de son prédécesseur ancré. Pendant quelques instants tendus, la coque non attachée était à la merci du courant. Une bête de plusieurs tonnes de bois, luttant pour se libérer et dévaler le courant. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, les ingénieurs intervenaient. Avec une rapidité expérimentée, ils l'attachaient à la section achevée du pont, la sécurisant temporairement pendant que les chaînes principales étaient mises en place. Depuis les barges d'ancrage, la prochaine grande chaîne de fer serait tissée des profondeurs, dégoulinant d'eau de rivière et traînant du limon. Le fracas des marteaux pilons, enfonçant les énormes goupilles de verrouillage, devint le battement de cœur du projet, une pulsation métallique rythmique qui résonnait de rive en rive. Une fois la chaîne d'ancrage sécurisée, une autre équipe commencerait à croiser le nouveau ponton avec celui à côté. Ils posaient d'énormes poutres de bois sur les deux coques, les boulonnant avec des équerres de fer pour créer une plateforme unique et rigide. C'était le génie de la conception d'Apollodore. Ce n'était pas une chaîne de bateaux individuelle, mais une structure unifiée et articulée.
Elle avait la flexibilité de suivre le déferlement de la rivière, mais aussi la force de résister à l'immense pression latérale du courant. Le pont s'étendait dans la rivière, une péninsule artificielle modulaire de bois et de fer. À mesure que la structure s'étendait davantage du rivage, dans le chenal central plus profond et plus rapide, les dangers s'intensifiaient. Le pouvoir de la rivière était le plus grand ici. Un après-midi orageux, un soudain coup de vent venu des montagnes jeta le Danubius dans une frénésie de vagues aux crêtes blanches. Un ponton, pas encore entièrement sécurisé, rompit ses cordes temporaires. Le centurion responsable, un homme nommé Cassius Longinus, rugit des ordres, mais il était trop tard. L'énorme coque, pesant des dizaines de tonnes, se tordit et heurta la section achevée, avec un craquement sinistre de bois éclaté. Pendant un moment terrifiant, il sembla que toute la chaîne pourrait se rompre. Mais les chaînes de fer tinrent bon. Les points d'ancrage profondément dans le lit de la rivière ne cédèrent pas. Le contreventement distribua le choc sur toute la longueur du pont. La structure gémit et trembla, mais ne se brisa pas. Le ponton dévoyé, sa coque percée, fut finalement ramené en aval. L'incident, un quasi-désastre, ne servit qu'à prouver la solidité fondamentale de l'ingénierie d'Apollodore. Finalement, le jour arriva où le pont s'étendait sur plus de la moitié de la rivière. Il serpentait depuis la rive mésienne, une chaussée stable et grandissante. Désormais, la phase finale commençait. Derrière les équipes posant les nouveaux pontons, venaient les bâtisseurs de routes. Suivant les mêmes principes qu'ils utilisaient pour construire des milliers de kilomètres de voies impériales à travers l'Empire, ils posèrent une fondation de lourdes poutres en bois sur les pontons couverts. Par-dessus, ils clouèrent une chaussée de planches épaisses, sciées à plat, les ajustant si étroitement que pas une bribe de lumière ne pouvait être vue entre elles. Pour compléter l'effet, ils construisirent de solides garde-corps de chaque côté. Debout sur la section achevée, on n'avait plus l'impression d'être sur un bateau. Le tangage était minimal, la surface solide. On se sentait sur terre romaine. Un Opsio, testant la surface avec ses caligués cloutés, remarqua à ses hommes que c'était une meilleure route que celle menant à son village en Hispanie. Trajan lui-même vint inspecter les progrès, marchant jusqu'à l'extrémité de la section achevée. Il se tenait là, à 100 yards dans la rivière auparavant infranchissable, la rive dacienne semblant maintenant tentante. Il posa sa main sur la rambarde en bois, sentit la vibration profonde et régulière de l'eau sous lui, et un rare sourire effleura les lèvres de l'Optimus Princeps. Le miracle prenait forme. Juste avant l'aube des calendes de Iulius, moins d'un mois après que la première poutre ait été coupée, le dernier ponton fut mis en place. Le martèlement cessa. Un silence inhabituel tomba sur le Danubius, rompu seulement par le courant incessant de l'eau sous la structure nouvellement achevée. Le pont était une merveille, une ligne droite et austère de volonté humaine imposée au chaos courbe de la nature. Il reliait le monde romain aux terres barbares. Un cordon ombilical d'1 mille de long fait de bois et de fer. Depuis la rive dacienne, où les sentinelles avaient observé avec incrédulité, il a dû sembler que la rive ennemie avait simplement fait pousser un long doigt de bois et toucher leur sol. Il n'y eut ni grande cérémonie, ni discours. Le but de ce pont n'était pas l'art, mais la guerre. Alors que les premiers rayons du soleil frappaient les étendards des légions, le son qui remplaça le silence fut le martèlement rythmique et puissant de milliers de bottes cloutées. La 13e légion Gemina eut l'honneur de l'avant-garde. Colonne après colonne, cohorte après cohorte, elles marchèrent sur le pont. Leurs boucliers, ornés du lion légionnaire, formaient un mur rouge étincelant et mouvant. La structure semblait à peine remarquer leur poids. Elle s'affaissa légèrement, s'installant dans sa tâche, le bois grognant une note basse et profonde d'acceptation. Les légionnaires, hommes habitués à marcher sur un sol ferme, se déplacèrent d'un pas concentré et discipliné, leurs yeux fixés sur la rive opposée. Ils pouvaient sentir l'immense puissance du fleuve coulant à quelques pieds sous eux, une vibration profonde et résonnante qui remontait à travers les semelles de leurs sandales militaires,
un rappel constant de l'incroyable exploit dont il faisait partie. Derrière l'infanterie venait le train des bagages, des centaines de mulets chargés de provisions, leurs sabots claquant sur les planches de bois. Puis vinrent les machines de siège, démontées et transportées sur de lourds chariots qui grondaient sur le pont, les catapultes, les balistes, les composants des tours de siège. Leur poids poussa le pont à ses limites, mais les calculs d'Apollodore tinrent bon. Les pontons reliés répartissaient la charge parfaitement, chaque coque supportant sa part de l'immense contrainte. Enfin, la cavalerie trotta, le cliquetis des sabots de leurs chevaux formant un contrepoint aigu au pas régulier de l'infanterie. Le spectacle était à couper le souffle. Une rivière d'acier et de cuir coulant sur une rivière d'eau. Une armée romaine entière, plus de 50 000 hommes dans cette première vague, se déversant en Dacie, non pas dans un assaut amphibie fragile et fragmenté, mais comme une force unique et imparable, marchant sur terre ferme, là où quelques heures auparavant, il y avait eu un torrent déchaîné. Trajan et ses généraux, y compris Apollodore, se tenaient sur une petite éminence sur la rive mosienne, observant l'exécution sans faille de la traversée. Le visage de l'empereur était impassible, mais ses yeux suivaient l'aigle standard de la légion de tête alors qu'elle posait enfin le pied sur le sol dacien. Le vexillaire planta fermement l'étendard dans la terre, revendiquant la rive opposée pour Rome. Un grand rugissement éclata des légions, un son de triomphe et d'agression refoulée qui roula sur l'eau. La plus grande défense de Débalus avait été neutralisée. Le bouclier du Danubius avait été brisé non par des épées ou des navires, mais par des scies et des chaînes. Apollodore de Damas n'avait pas simplement construit un pont, il avait déplacé la frontière même de l'Empire romain. La guerre pour la Dacie pouvait maintenant commencer sérieusement, non pas au bord de l'eau, mais au cœur même de la patrie ennemie.